Monsieur l'ambassadeur Richard Nariche, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce privilège que vous nous faites de nous recevoir dans votre résidence. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est une organisation régionale africaine qui travaille dans le but d'aider aussi bien les jeunes diplomates, aussi bien les étudiants en diplomatie et relations internationales, que les personnes qui s'intéressent à la diplomatie, à mieux connaître ce métier et à recevoir également des aînés, des doyens comme vous, un certain nombre de conseils pour pouvoir s'orienter et se perfectionner, choisir les orientations qui cadrent avec les réalités des enjeux, les réalités des enjeux actuels. Vous avez bien voulu nous recevoir ce soir chez vous. Nous vous en remercions. Au nom de toute l'équipe du LARAD et de l'Association gabonaise pour les Nations Unies, nous vous disons merci pour ce privilège que vous nous faites. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien vouloir vous présenter et suite à cela, je vous poserai quelques questions. Merci. Merci à vous surtout de m'inviter. C'est un privilège de pouvoir parler devant votre auditoire. Alors vous me demandez de me présenter. Moi j'ai fait une carrière diplomatique classique. Alors, la première partie de ma carrière était orientée sur les pays de l'Est, les pays communistes, pendant la période de la guerre froide. Donc j'ai appris le russe, j'ai travaillé sur les questions stratégiques, j'ai travaillé en Bulgarie communiste, à Moscou, à l'OTAN, à la délégation française, à la direction d'Europe au Quai d'Orsay. Donc j'ai passé à peu près 12 années de ma carrière dans cette zone et sur ces sujets. Et puis ensuite j'ai fait du cabinet ministériel. Et après ça, j'ai eu une carrière un peu plus diversifiée. C'est-à-dire que j'ai été d'abord nommé à Athènes comme numéro 2, ensuite à Chicago comme consul général. Mais les postes de consul général aux États-Unis, c'est pas tous des postes, disons, administratifs. C'est plutôt des postes où l'on est chargé de développer les relations avec une partie des États-Unis, relations culturelles, relations politiques avec les gouverneurs, relations économiques, etc. Et moi, je couvrais le quart des États-Unis, c'est-à-dire tout le Midwest, Omaha, Minneapolis, etc., Détroit, voilà. Donc c'est une manière de bien connaître un pays en fait. Voilà. Ensuite j'étais aux États-Unis, dans le nord de l'hémisphère du continent américain, et je m'étais occupé des pays de l'Est. Alors logiquement, on m'a envoyé comme ambassadeur en Nicaragua, puisque c'était, si vous voulez, la même zone géographique et puis un peu la même problématique que les pays de l'Est. Les problèmes de transition démocratique, etc. Et je suis arrivé là-bas à la fin de la guerre, au moment où la nouvelle présidente Violeta Chamorro, qui avait été élue, elle avait été élue, mais il y avait la police, la justice, comme je vous l'ai dit l'autre jour, l'armée et le Parlement qui étaient entre les mains des sandinistes. Donc il y avait tout un jeu là, voilà. Donc ça c'était très intéressant. Et puis ensuite je suis allé à Londres comme numéro 2. Et puis je suis parti au Paraguay. Autre exemple de transition démocratique. Voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup de think tank, centre de politique de sécurité à Genève, voilà. Voilà à peu près ma carrière,
avec un peu d'Indonésie quand même, qui est un peu, disons, un peu à part par rapport au gros bloc que j'ai couvert, c'est-à-dire le bloc soviétique, les pays anglo-saxons et l'Amérique latine. Voilà. Voilà en gros ma carrière. Vous avez fait une riche carrière, si je peux m'exprimer ainsi, et vous avez, vous avez été beaucoup déployé dans le multilatéral. Quand je vous écoute, je me rends compte que vous êtes allé, vous avez fait l'OTAN, vous avez fait des organisations. J'ai fait le multilatéral à l'OTAN et j'ai fait le multilatéral quand j'étais à la direction économique au Quai d'Orsay, où je me suis occupé, par exemple, du dialogue Nord-Sud à l'époque, c'est-à-dire que j'étais à Genève souvent, et voilà, traité aussi des accords de produits, des choses comme ça. J'étais souvent à Bruxelles, au Conseil développement, et puis j'allais souvent à Londres parce que il y avait des accords, un certain nombre d'accords de produits qui étaient traités à Londres. Donc voilà, ça j'ai fait ce type de multilatéral économique qui était vraiment très intéressant. Et puis l'OTAN, alors c'était un autre type d'action diplomatique parce que j'étais sur le terrain. Et en fait, quand vous êtes sur le terrain, ce qui se passe, c'est que vous assistez à des réunions et très techniques. Et ensuite, vous avez 1 heure pour faire votre télégramme. Hein. Et voilà. Alors ça, c'était un sacré exercice. Je précise que le télégramme, c'est le point, le document qui constitue le point que l'ambassadeur adresse au département pour rendre compte de sa mission, pour rendre compte d'un travail et également pour recevoir des instructions. Oui, mais là c'était des télégrammes, disons, il fallait recueillir les avis, donner une idée exhaustive des positions des uns et des autres sur un certain sujet. Et c'était des sujets très techniques, vraiment très techniques. Voilà, donc c'était vraiment un défi, quoi. J'imagine. Est-ce que c'était vous-même qui choisissiez les postes où vous souhaitez être affecté, ou vous vous levez un beau matin et il vous était notifié que vous devez désormais aller servir dans telle représentation diplomatique ou consulaire de la France? Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. On vous propose d'aller quelque part, il faut que vous donniez votre accord. Cela dit, si vous ne donnez pas votre accord, c'est un peu embêtant parce que peut-être que vous ne retrouverez pas un poste de sitôt. Mais enfin bon, voilà. Alors il y a des moments dans la carrière où on est plus libre de choisir un poste. Voilà. Donc c'est très varié, très variable. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces moments que vous avez passés au ministère des Affaires étrangères avant de pouvoir rejoindre un poste ou de commencer à rejoindre des postes? En fait, moi j'ai passé 6 mois au Quai d'Orsay. Et ensuite j'ai tout de suite été envoyé, j'ai oublié de vous dire que j'étais en Indonésie aussi. Oui, je vous l'ai dit. Voilà. Donc j'ai fait une grande partie de ma carrière à l'étranger. J'ai peut-être passé, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai passé 23 ans à l'étranger, quelque chose comme ça. Et assez peu à l'administration centrale. Mais il est... Alors, il y a quelques années, il fallait quand même passer à l'administration centrale. Ensuite, avec le développement des communications, etc., c'était peut-être moins nécessaire parce qu'on pouvait avoir une idée générale de tout ce qui se passait dans le monde, voilà. Donc, moi, ça s'est passé comme ça. J'ai eu plus de temps à l'étranger que d'autres. Certains choisissent plutôt de rester à Paris.
parce qu'ils ont des enfants, parce que leurs femmes travaillent. Voilà, donc c'est très varié. On est différent par exemple, de la diplomatie italienne. Les diplomates italiens, en tout cas à l'époque, où j'étais dans l'administration, les diplomates italiens, ils peuvent rester, je sais plus, 4 ans à l'étranger. Ensuite, on les fait rentrer. Ensuite, ils repartent. La rotation. C'est très, très, très encadré. Chez nous, non, c'est pas comme ça. On a essayé, je crois, à plusieurs reprises, d'appliquer ce modèle, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché. Et vous l'avez dit, vous avez passé pratiquement 23 ans à l'étranger. Oui, j'ai pas calculé exactement. Mais... Dans des postes, plus de 20 ans en tout cas. Oui, dans sûrement. Des représentations à différents postes. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Est-ce que c'était votre désir à la base? Est-ce que cela vous a apporté des impacts positifs ou négatifs? Non, mais vous voyez, c'est un métier très riche. Je ne sais pas s'il y a un autre métier qui puisse se comparer à celui-là. Et là, le 5 avril, j'ai un ami qui est aussi un ancien ambassadeur et qui est directeur de la Maison de l'Amérique latine maintenant, mais qui est aussi un grand universitaire qui s'appelle Alain Rouquier, qui va sortir un livre qui s'appelle La fin des diplomates. La fin des diplomates. La fin des diplomates, voilà. Alors moi, j'y crois pas trop. Évidemment, aujourd'hui, si vous voulez, les chefs d'État communiquent entre eux facilement. Les administrations centrales communiquent entre elles. Quand j'étais à Londres, moi je m'occupais notamment de la Yougoslavie, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. J'allais voir le directeur politique et je lui disais, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Je vais vous le dire volontiers, mais votre directeur politique à Paris m'a déjà téléphoné et c'est tout. Vous voyez? Voilà. Donc à partir de là, on a commencé à dire, les diplomates, ça sert à rien, etc., etc. Bon. Et aujourd'hui, on continue à dire ça, mais moi, j'y crois pas trop. Je crois que les diplomates, aujourd'hui, les gouvernements ne peuvent pas s'en passer. Ils peuvent pas s'en passer, bien sûr. À mon époque, il y avait encore des pays qui étaient, il y en a encore aujourd'hui, hein, des pays qui étaient très fermés. Quand j'étais en Union soviétique, on comptait sur nous pour tout, pour savoir ce qui se passait, pour développer les relations économiques. Les chefs d'entreprise venaient toujours nous voir, etc. Aujourd'hui, je sais que c'est plus comme ça. Tout le monde s'occupe de diplomatie. Chaque département ministériel a une antenne, a un service extérieur. Donc voilà. Mais je crois que on ne pourra jamais se passer de diplomate parce que il faut quand même qu'un gouvernement ait quelqu'un qui puisse donner un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais je veux dire un avis officiel. Après, les administrations, les présidents écoutent tout le monde. Et ensuite, ils se font leur opinion. Mais c'est pas possible, je veux dire, ça n'a pas de sens de dire que la diplomatie est terminée. Je n'y crois pas du tout. D'après vous, le diplomate reste un maillon important, un maillon essentiel, oui, de la chaîne de développement, de la chaîne
politique, si je peux Oui, m'exprimer ainsi, et dans le développement des relations entre États, entre chefs d'État. oui, absolument. Alors, je vais vous citer le titre d'un autre livre qui est sorti il y a quelques mois, d'un autre ami à moi, diplomate, qui a été aussi écrivain. Enfin, il a écrit un livre très amusant qui s'appelle Un diplomate mange et boit pour son pays. Parce qu'en général, il y a une caricature qui, voilà, les diplomates, ils boivent, ils vont dans les cocktails, à quoi ils servent. Et en fait, vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un diplomate, il fait ça, mais il est utile. Il y a un art de la diplomatie, je veux dire, voilà. Donc quand on dit que l'on va nommer XY qui n'est pas du corps diplomatique comme ambassadeur, etc., c'est pas toujours très facile. Pas toujours très facile. Ce que je dis est contrebalancé par le fait que le Quai d'Orsay récupère des gens de l'extérieur, et à ce moment-là, si vous voulez, quand ils deviennent des diplomates de métier, voilà, c'est différent, et ça apporte beaucoup de richesse. On a des polytechniciens qui deviennent ambassadeurs, aussi des ingénieurs des mines, etc., etc. Il y a beaucoup de variétés. Et ça fait la richesse du ministère. Donc voilà. Oui, je vous disais qu'il y a un art diplomatique. J'avais un ambassadeur à Moscou qui disait la diplomatie est un art, mais c'est un art mineur. Mais je crois que c'est un peu ça. Un art mineur. Oui, enfin c'est quand même un art. La diplomatie est un art. Ouais. C'est dire que ne peut être diplomate qui le veut. Il faut apprendre. Ah oui, il faut apprendre parce que c'est très technique finalement. D'abord, il y a plusieurs métiers et il faut changer tout le temps. Donc, parfois on s'occupe de presse, parfois on s'occupe d'affaires culturelles, parfois d'affaires économiques, parfois d'affaires politiques. Et les dossiers sont souvent très très lourds. Si par exemple vous vous occupez de questions stratégiques, il faut avoir un sacré bagage derrière soi pour discuter, pour traiter de ces questions. Voilà, ou les questions économiques, ce sont de gros dossiers chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment... il faut se former et ça prend du temps. Et bon, alors certains se spécialisent à fond et d'autres, comme moi dans la deuxième partie, disons, de ma carrière, changent de secteur, etc. Donc il y a tous les cas de figure. Là aussi, moi j'ai connu le système soviétique. Alors les soviétiques, c'était absolument pas ça. C'était, on reste dans une zone déterminée, sur un dossier déterminé, on reste 5 ou 6 ans dans le même poste. Vous voyez, c'était ça un peu le même, c'était ça cette logique. Il faut être absolument ferré sur un domaine, etc. C'est moins amusant. Alors je sais pas comment ça se passe maintenant chez eux, mais c'était comme ça. J'imagine effectivement parce que vous êtes à la retraite depuis 2006, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Mais vous avez choisi
mettre vos compétences au service, si je peux m'exprimer ainsi, de la société civile, mais également de votre État. Je voudrais dire, est-ce qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, que le diplomate, aussi bien hier, aujourd'hui que demain, doit être quelqu'un de préparé, doit être quelqu'un qui est en mesure de jouer plusieurs rôles, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les dossiers, ils sont techniques. Il y a certains dossiers, certaines fonctions, on commence à apprendre, on apprend sur le tas. Il y a d'autres dossiers où on doit avoir une structure beaucoup plus forte. Donc il y a beaucoup de différents choix, enfin différentes orientations. Mais je crois que j'ai répondu tout à l'heure. C'est un métier qui exige beaucoup de technicité, de manière générale. Voilà, donc beaucoup de technicité. Il faut dire que, en général, en Afrique, peut être ambassadeur qui veut. Alors là, je sais pas comment ça se passe ces dernières années, mais moi, quand j'étais au Quai d'Orsay, il y avait quand même un certain nombre de diplomates politiques qui étaient nommés pour des raisons politiques. Alors dans certains cas, c'était pas extraordinaire, mais dans d'autres cas, ça apportait beaucoup. Par exemple, moi j'ai connu quelqu'un qui a été au cabinet de Pierre Mauroy, qui était spécialiste de l'Amérique latine, et qui est devenu ambassadeur itinérant pour l'Amérique latine, et qui a ensuite été ambassadeur à l'Argentine et à l'Organisation des États américains à Washington. Bah, lui, il a apporté beaucoup, parce que il avait été au Parti socialiste, dans la section internationale, il connaissait tous les chefs d'État, parce qu'il les avait connus dans l'opposition, etc. Donc ça, c'était vraiment... vous voyez, Il a été ambassadeur itinérant d'abord. Il a été ambassadeur itinérant d'abord. Ambassadeur itinérant d'abord, c'est-à-dire un ambassadeur qui n'est pas affecté dans un pays, mais qui est soit au département, au ministère des Affaires étrangères, ou qui a un bureau à la présidence, mais qui porte le titre d'ambassadeur itinérant. Il a été d'abord, certainement qu'il a profité pour se perfectionner, pour... Non, parce que non, il connaissait très très bien l'Amérique latine. Il la connaissait très très bien. Il connaissait beaucoup de chefs d'État qu'il avait connus quand ils étaient dans l'opposition, vous voyez. Il a été ambassadeur itinérant parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui couvre un peu l'ensemble de la zone, quoi. Voilà. Mais il y a d'autres exemples, hein, de gens qui ont beaucoup apporté et qui n'étaient pas diplomates au départ. Oui. Mais c'est quand même une minorité. Vous avez les Américains, par exemple, c'est absolument pas ce système. Les Américains, ce sont des postes politiques, et derrière, ils ont une forte administration qui les soutient. Et de temps en temps, vous avez un ambassadeur de carrière, un diplomate de carrière, qui arrive à être ambassadeur dans un poste secondaire. Voilà. Mais voilà, donc il y a plusieurs approches possibles. Quand même chez nous maintenant, depuis plusieurs années, il y a un clivage quand même droite-gauche. C'est quand même... Voilà, il y a des diplomates qui sont considérés plutôt comme de gauche, d'autres qui sont considérés plutôt comme de droite, parce qu'ils sont passés par des cabinets ministériels de gauche ou de droite. Voilà, donc on peut pas dire que c'est politisé, mais enfin il y a quand même un petit air de politisation derrière, quand même, malgré tout. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que la diplomatie ne pourra pas, sinon le métier de diplomate ne pourra pas être supprimé. Bon, alors là, on est en train d'essayer de faire ça. Moi, j'avoue que je ne connais pas bien le dossier. Mais je dirais peut-être que
quand on dit la fin des diplomates, peut-être qu'il y a derrière l'idée, bon, on en finit avec les diplomates, mais on n'en finit pas avec la diplomatie. Ça veut dire qu'on fait rentrer des gens qui ne sont pas diplomates. Voilà, alors je sais pas. C'est l'objectif en fait. Ah, je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien. Ce que je sais, c'est que, vous voyez, en 1978, on a eu un directeur de cabinet. Moi, à l'époque, j'avais des responsabilités, j'étais président de l'association des agents d'Orient, par exemple. Et ce directeur, parce qu'on était en plein dans la période où on disait les cultures, ça ne sert plus à rien. Je veux dire, ça ne sert plus à rien pour la diplomatie de s'occuper des cultures, parce que le monde est en train de s'uniformiser, donc tout le monde pense de la même manière, l'économie, voilà, c'est partout pareil. Pourquoi avoir besoin de spécialistes des cultures d'Afrique, de l'Asie, etc. Et ils voulaient supprimer le corps d'Orient. Ils voulaient supprimer le corps d'Orient. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas cette culture de l'Asie, de la Chine, de l'Afrique, de je sais pas quoi, vous êtes perdu. Vous perdez, je veux dire, vous faites des erreurs, vous pouvez faire des erreurs énormes. Voilà. Vous en faites déjà quelques-unes, même si vous avez des spécialistes. Mais alors, si vous n'aviez pas de spécialistes, qu'est-ce que ce serait? Pire, certainement. Pire. Donc, dans ce que j'ai lu, c'est de toute manière que le corps d'Orient serait conservé. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour le reste, on peut mettre n'importe qui, lui proposer de rester 2 ans au Quai d'Orsay et puis aller dans un autre ministère. Vous voyez, je veux dire. Et c'est aussi valable pour d'autres fonctions. Par exemple, au ministère des Finances. Extrêmement compliqué. Comment est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Diplomatie numérique, diplomatie sécuritaire, ça vous dit quoi? Quand j'étais au Quai d'Orsay, nous avions une très forte direction économique. Multilatérale, alors moi j'étais là-dedans. Pour toute la partie bilatérale, il y avait une grosse équipe. Et donc, là, quand nous allions dans les réunions interministérielles, ça s'appelait le secrétaire général GCI, pour la coopération interministérielle. Eh bien, vous aviez toujours quelqu'un du Quai d'Orsay qui était, qui venait de cette direction très solide, et donc nous avions notre mot à dire. Ensuite, il y a eu des changements de structure, etc. Donc, ça a affaibli le Quai d'Orsay. Mais le problème a été repris d'une autre manière. Quand Laurent Fabius est devenu ministre des Affaires étrangères, il a voulu recréer une force dans ce domaine au Quai d'Orsay. Et donc, on a récupéré beaucoup de compétences. Et en même temps, il y a eu un déclic qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a commencé à réussir à envoyer des diplomates dans les entreprises. Dans les grosses entreprises, Thales, EADS, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplomates, et ça aussi c'est un débouché très intéressant, qui apporte beaucoup aussi aux entreprises, qui n'ont pas toujours cette culture. On a beaucoup de nos collègues qui sont dans des entreprises, quoi. Donc ça c'est pas mal. Parfois,
ils s'arrêtent ils mettent fin à leur carrière et ils restent dans l'entreprise. Vous voyez, parce que L'objectif, c'était financièrement, c'est quand même très intéressant. De renforcer l'économie française. Oui, c'était les aider à mieux se développer à l'international, etc. Diplomatie numérique, là nous avons comme directeur quelqu'un qui vient du privé et qui est vraiment extraordinaire. Vous voyez. Donc, voilà pour la diplomatie numérique. Mais il y a aussi, moi j'ai eu des contacts parce que j'ai enseigné en quelque temps à Sciences Po, donc j'allais au Quai d'Orsay pour me renseigner, tout ça. Il y a aussi quand même des diplomates de carrière qui étaient vraiment très très forts sur ces questions numériques. Là, on a vraiment un créneau assez solide. Pour la sécurité, je vous ai parlé de la direction stratégique, politique et stratégique. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des think tanks, mais alors c'était sur l'aspect gestion des crises, gestion des crises sécuritaires, voilà. Si vous étiez donné des conseils aux jeunes qui souhaitent embraser, qui souhaitent faire carrière dans la diplomatie, qui souhaitent étudier les relations internationales, que leur diriez-vous? La première, c'est que il faut pas se prendre au sérieux. J'ai un ambassadeur qui m'a dit un jour, un ambassadeur à Moscou, il est mort depuis. Vous savez, un fonctionnaire, c'est pas important. Voilà. Un fonctionnaire, c'est pas important. Non. Ensuite, j'ai eu un autre patron. En fait, c'est le premier patron que j'ai eu au Quai d'Orsay, qui m'a dit, quand je suis rentré au Quai d'Orsay, il m'a dit, si on n'aime pas la hiérarchie et la paperasse, c'est pas la peine de rentrer dans ce métier. Ce qui est un peu exagéré quand même, parce que la hiérarchie à l'époque c'était extrêmement dur, extrêmement. On était aux ordres, enfin c'était très rigide, très très rigide. On était noté. On était noté et on mettait une appréciation. Mais l'appréciation, on vous la montrait jamais. On vous donnait la note. 19 sur 20, etc. Bon. Et on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Donc on était pieds et poings liés. Voilà. Et puis, je me souviens à l'époque, quand le Quai d'Orsay envoyait des télégrammes, c'était jamais signé par quelqu'un. Alors ça a changé depuis, heureusement. Il y a marqué diplomatie. Qui c'est diplomatie? Vous pouvez pas savoir. C'était toute la hiérarchie qui vous tombait dessus. Alors, vous receviez un télégramme, diplomatie, vous êtes affecté à tel endroit. Terminé. Vous pouvez plus rien faire. Donc c'était vraiment très 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 rigide. La hiérarchie, maintenant, évidemment, ça existe, mais je pense que ça s'est beaucoup assoupli. La paperasse aussi, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est les emails. Alors là, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Alors, ça c'était une première remarque. Ensuite, j'ai été très frappé à Sciences Po il y a 4-5 ans. Et j'aurais dû d'ailleurs noter tout ce qu'il a dit parce que c'était très intéressant. C'était le patron du Homeland Security Department aux États-Unis qui est venu faire une conférence avec le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et à la fin, il a dit, je vais vous donner quelques conseils. Alors moi, j'en ai retenu un, mais je le trouve extraordinaire. Vous savez, si vous rentrez quelque part, vous avez des idées, etc., ne pensez pas que vous allez les mettre en œuvre. Hein.
c'est pas comme ça que ça se passe. Vous rentrez quelque part, vous prenez le train en marche, et vous oubliez tout ce que vous aviez dans la tête. Après, peut-être que ça reviendra. Mais la démarche consistant à dire, je rentre là-dedans pour faire ça, oubliez. C'est pas mal, hein? Ouais. N'est-ce pas? Ensuite, alors, il faut, vous voyez, il y a quand même une tendance à rester, quand on est en poste diplomatique, à rester entre diplomates. Ouais, ça, il faut le faire, mais c'est très mauvais. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, et comme le disait votre ami, essayer d'aller au contact, comprendre le pays, vous voyez, et à partir non seulement de ce que vous voyez à travers les journaux, etc., ou à travers ce que vous disent vos collègues, il faut aller au-delà. Donc il faut rester ouvert, s'imprégner du monde extérieur, ne pas rester dans ses propres murs. Alors ensuite, il y a un équilibre à maintenir entre il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Et je ne sais pas si je l'ai là, mais il y avait une petite statuette où vous aviez un singe qui n'entend rien, qui ne voit rien, et qui ne dit rien. Bon. Alors ça, c'est voilà, une approche qui vous protège. Mais en même temps, on peut pas en rester là. Il faut être sensible à ce qui se passe et parfois prendre position. Donc il y a un équilibre à avoir. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors quand on est en poste, en plein dans le travail, si on est chef de poste par exemple, eh bien ce qu'il faut, c'est se dégager au maximum des tâches administratives, déléguer pour avoir la tête, comment dire, claire, et pouvoir diriger, pouvoir apporter quelque chose de plus. Autrement, si vous ne faites pas ça, vous êtes noyé dans l'administration, etc. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc ça, c'est encore un conseil, si je peux dire. Voilà. Et puis aussi, il faut sortir du ministère des Affaires étrangères. Il ne faut pas faire toute sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Moi, ce que j'ai fait, mais c'était après avoir quitté le Quai d'Orsay, j'ai travaillé dans le privé pendant 5 ans, et il y a des gens qui réussissent à le faire pendant leur carrière. C'est vraiment très, très enrichissant, ça permet de mieux mesurer les choses, voilà. Et aussi de travailler un peu dans les think tanks. Parce que là, les think tanks, ça vous permet de sortir de vos dossiers, de vous élever, de mieux comprendre les choses autour de vous. Et moi, j'ai fait ça à Genève, en rentrant d'Amérique latine, et j'ai vraiment renouvelé mon logiciel. Vraiment, si j'étais pas passé par là, bon, disons que ça m'a beaucoup enrichi, beaucoup, voilà, et mis à jour. Voilà. Voilà les conseils que je peux donner. Petit conseil. Après votre retraite, vous avez choisi d'enseigner, non seulement enseigner, mais vous avez décidé de travailler dans des ONG ou des associations qui militent également ou qui apportent un plus à la diplomatie française. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui ont motivé ces choix? Non, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'être passé par le Centre de politique de sécurité à Genève, où nous avons beaucoup apporté, la France a beaucoup apporté.
parce qu'on m'a demandé de m'occuper de toutes ces nouvelles menaces, ces nouveaux risques après les attentats de New York. Donc moi j'ai pris ça à bras le corps parce qu'on me l'a demandé. Donc je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et du coup, après, donc depuis 2005, jusqu'à maintenant, je me suis occupé de ces questions. Risques, menaces, terrorisme, crime organisé, sécurité environnementale, etc., etc. Et du coup, j'ai pris tout ça, tout ce que j'avais appris, et j'en ai fait un cours à Sciences Po pendant 5 ans. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et parallèlement à ça, comme je connaissais Bernard Millet, ancien ambassadeur, ancien secrétaire général adjoint aux Nations Unies, que je connaissais très bien, quand il s'est agi de reprendre l'Association française pour les Nations Unies, qui était passée par une crise, je suis rentré là-dedans, voilà. Et ça fait 10 ans que je suis là et que je continue comme secrétaire général. Et vous avez restauré, je dirais? Oui, on a beaucoup développé l'association, beaucoup. Comment vous avez fait? Petit à petit, on a commencé à trouver un peu d'argent, un peu plus, structurer notre réseau, renforcer nos équipes, créer un site internet. Voilà, ça fait boule de neige, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Le ministère des Affaires étrangères a vraiment commencé à nous aider quand il a vu que ça pouvait marcher. Voilà. Et maintenant, nous avons des subventions du ministère des Affaires étrangères, nous avons des subventions du ministère de l'Environnement, nous avons des subventions d'un certain nombre d'organismes privés. Bon, c'est pas suffisant, mais on est en train de grandir encore et de nous renforcer. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite. L'Association française pour les Nations Unies regroupe plusieurs anciens ambassadeurs. Oui, plusieurs ambassadeurs, mais aussi des universitaires, des professeurs de droit, des professeurs de relations internationales, des gens de la société civile. Voilà, on essaie de trouver un équilibre. Mais en général, depuis que nous avons repris l'association, c'est toujours un ambassadeur qui est à la tête. Alors Bernard Millet va quitter là, il va devenir président d'honneur. Et c'est Jean-Maurice Ripper qui va reprendre. Il a été ambassadeur à Moscou et à Pékin et à New York. Pensez-vous que les ministères des Affaires étrangères ont besoin de soutenir des organisations, des think tanks qui travaillent sur les questions de politique étrangère ou de développement durable? Vous savez, c'était pas dans la tradition du Quai d'Orsay, c'est pas tellement dans la tradition. Mais là, je pense que oui, je pense que là, on prend conscience que c'est nécessaire. Alors, si on prend le ministère de la Défense, par exemple, eux, ils ont la Fondation pour la recherche stratégique, FRS. Donc, la FRS les conseille, etc. Voilà. Mais voilà, à mon avis, c'est pas encore au niveau où ça devrait être. Quand je compare avec ce que j'ai connu aux États-Unis ou en Suisse,
Et il faut monter encore d'un cran, je crois. Voilà. Donc, les ministères des Affaires étrangères doivent renforcer, en fait, leur collaboration Oui. avec les think tanks, avec les organisations. Il y a un centre d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay. Tout à fait. Voilà. Qui a développé des relations, qui a disons des experts indépendants qui font partie de l'équipe en fait, qui ne sont pas fonctionnaires, Tout à fait. mais voilà. Donc ça c'est bien. C'est bien. Mais une association comme la nôtre, ça apporte beaucoup aussi. Et pour vous donner un exemple, on a fait 2 conférences là, coup sur coup. Une sur le terrorisme et une sur la criminalité organisée, avec le Quai d'Orsay et avec le Centre Thucydide, qui est un think tank qui est à Paris Assas. Et voilà, ça a beaucoup apporté. Nous, on peut faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Voilà, donc ça se renforce petit à petit. Parlons diplomatie culturelle. Les Occidentaux, permettez-moi l'expression, ont compris très tôt, et je crois les Asiatiques aussi, qu'il fallait développer la diplomatie culturelle. Et aujourd'hui, l'on se rend compte que une part très belle des politiques étrangères repose sur la diplomatie culturelle. Est-ce que cela va perdurer? Comment est-ce que vous percevez cet aspect des choses? Nous, on a depuis toujours eu une politique culturelle. On a une direction des relations culturelles très importante. Moi, quand j'étais au cabinet du ministre des Relations extérieures, c'est un des dossiers que je suivais. Bon, depuis les choses ont évolué, il y a d'autres structures, voilà. Mais on a toujours eu une politique culturelle très forte, des établissements français d'enseignement partout dans le monde, des alliances françaises que l'on soutient. Donc c'est un gros réseau. Voilà, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on est concurrencé quand même par d'autres pays, alors qui sont pas aussi sexy, si j'ose dire. Mais la réalité, c'est qu'il y a des centres Confucius, voilà. Comme les centres culturels français, comme les instituts français. Oui, enfin, je sais pas si c'est exactement aussi, comment dire, aussi sexy. Voilà. Parce que quand vous allez dans des centres culturels français, vous avez des films intéressants, et voilà, des choses. Alors, je sais pas comment ça se passe au centre Confucius. Alors, les Anglais, ils ont toujours la British Institute, qui est important. Et les Américains, ils ont pas besoin de tout ça. Ils ont les films, ils ont Hollywood, etc. Donc c'est ça leur soft power. Et il faut dire que c'est assez fort. Ouais. Mais donc on continue à avoir une politique culturelle importante et une politique de développement aussi. Alors là, je ne m'aventurerai pas plus parce que j'ai un peu perdu le fil. Je sais que l'Agence française de développement a repris en quelque sorte une bonne partie des compétences qui étaient au Quai d'Orsay. Alors le Quai d'Orsay a son mot à dire là-dedans, mais pas uniquement, il y a le Trésor. Et puis, une autre partie qui était la coopération technique de la direction des relations culturelles, scientifiques et techniques, est passée à ce qu'on appelle France Expertise, où l'on met ensemble toute l'expertise que l'on peut donner de tous les ministères
voilà, ministère économique, ministère industriel, etc. Et ça s'appelle Expertise France, et ça marche très très bien. S'il vous était donné De recommencer? Pas de recommencer, mais s'il vous était donné l'opportunité d'apporter un changement radical dans le corps des diplomates, quel est ce changement que vous auriez apporté? Eh bien, je crois que bon, on a créé une école diplomatique il y a quelques années, et je crois que là, il faut vraiment renforcer la formation comment dire, la formation tout au long d'une carrière. Les formations permanentes. Formation permanente. Il faut des renforcements permanents de capacité des diplômes. Je pense, parce que moi, quand j'ai commencé, par exemple, en Bulgarie, franchement, je savais presque rien sur la Bulgarie. On m'avait jamais. Il a fallu que je me forme tout seul, que j'apprenne sur le tas. Bon, c'est un peu dommage, parce que si j'avais eu une formation au départ, j'aurais gagné du temps, je n'aurais pas pataugé sur un certain nombre de sujets, vous voyez. Donc ça, il faut le renforcer. Je sais que maintenant, il y a une école diplomatique, mais je pense que c'est la bonne voie, il faut continuer. Voilà. Et la deuxième chantier qu'il faut continuer à creuser, c'est les langues. Alors les langues orientales, tout ça, bon, mais c'est couvert. Mais l'anglais, il faut renforcer encore. Il faut encore renforcer. Voilà. Donc c'est les deux. Vous m'avez posé la question, je vous réponds là-dessus. Ouais. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. Ouais. C'était très intéressant de parler avec vous. Un mot de fin? Comment? Vous avez un mot de fin? Vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, je pense que... Un souvenir? Un souvenir, par exemple, rencontrer un président en exercice, je vous dirai pas qui vient à Londres quand j'étais en poste, que j'accompagne à son hôtel, et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Ben, je dis « Ce soir, je vais voir ma femme, je vais dîner avec ma femme. » Et il me dit « Mais pourquoi venez dîner avec nous ?» Alors, je dis « Bon, ben, très bien. » Et je vais dîner avec lui. À Bombay Brasserie, à Londres. Voilà. Alors, c'est des... Voilà. Ou alors, être dans la voiture avec le président Giscard d'Estaing, mais qui n'était plus président, à Londres, et qui donne une interview dans la voiture à une journaliste. Alors, je suis à côté, voilà, c'est des choses intéressantes. Vous voyez? Donc ça, c'est des bons souvenirs. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Merci encore à vous. Nous espérons vous avoir une prochaine fois. Merci pour ce moment que vous nous avez permis de partager avec vous. Et nous vous souhaitons longévité. Merci beaucoup.